Quelques années plus tard, d'ailleurs, vous allez jouer dans un court-métrage avec un clown un peu particulier, je me trompe pas? Oui, tempo. Donc, c'est entre le clown et le conteur. Have you ever wondered how stories came to birth? Let me tell you the tale of all existing tales, and how they almost failed ever to reach the earth. Discover how all stories once arose. Alors, je me permets de vous poser la question à vous, parce que vous êtes un spécialiste là-dedans. Est-ce que clown et mime, Ah, est-ce c'est que pas la c'est, même chose. voilà, est-ce que c'est la même école ou pas? Non, non. Le mime étant plus gestuel, avec une gestuelle codée, euh, n'est que vaguement un attribut du clown. Le clown est beaucoup plus vaste. Le clown englobe tout d'ailleurs. Le clown, c'est une conscience cosmique, hein, donc c'est un dieu, le clown. En Inde, le clown, et en Chine, le clown, c'est le roi des singes. Donc, et le roi des singes, moi je l'ai étudié très particulièrement, le roi des singes. Et dans quel cadre? Dans le cadre du travail avec Philippe Potier d'ailleurs, parce que je travaillais avec maquillage, décor, costume et tout, qui était lié au théâtre katakali, ou au théâtre chinois, ou au théâtre japonais, le no, le kabuki et tout, etc. Et donc on devait créer son propre maquillage pour créer son propre personnage. Il y avait une espèce de conscience comme ça, ipso facto, que le maquillage correspondait à la personnalité du personnage. Ça m'intéresse, on n'en a pas parlé beaucoup jusque-là, mais c'est vrai, ça m'intéresse cet aspect clown. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de clown? Mais qu'en fait, au fond, il y a une alchimie comme ça qui est très inconsciente entre, par exemple, se mettre devant une glace et commencer à chercher pour trouver un personnage en se maquillant, en faisant des essais, en se trompant, en étant éloigné, en étant proche et tout, etc. À un certain moment, il y a une espèce de mécanique comme ça, inconsciente, qui, qui va vers le personnage. Donc c'est drôle parce que d'un côté, Grotowski, c'est le physique, c'est le geste, c'est la force des émotions, c'est la force des sentiments, c'est la force des états, on va dire comme ça. Pour moi, tout était très inconscient, hein. Je ne savais pas du tout d'où ça venait et tout, etc. J'ai toujours eu une espèce de regard assez religieux vis-à-vis de ça, en ne sachant pas trop bien ce que c'était, mais en le faisant. Donc, mais bon, allez, ça n'est pas toujours facile. Et puis tout d'un coup, vous êtes dans l'univers du clown. Alors quelque chose se rappelle à moi. Donc quelque part, je me dis que quelque part, c'est la continuité du travail que j'avais fait avec Grotowski, mais vu par toute une série de Français qui ont revisité le clown et qui ont revisité donc le théâtre asiatique. Et moi, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, je suis complètement fasciné par le fait de jouer sur une pièce de Tchekhov, par exemple, en étant maquillé. J'avais créé un personnage que j'avais adoré. Je sais pas, j'avais vu en fait Ran de Kurosawa. Et euh, le personnage principal est hyper maquillé, donc tout parce qu'il sort du château, il est fou, donc il va pas faire ses poucous, et donc il sort complètement hagard du château et tout, etc. J'avais été fasciné par ce maquillage, et puis j'avais été fasciné aussi par l'autre film de Kurosawa qui est Barberousse. Et donc, à un certain moment, j'arrive devant ma glace. Là, j'étais chargé d'émotions. En recherche alors. Ah oui, on recherche. Et puis tout d'un coup, je crée quelque chose, parce que j'avais vu aussi un film russe, Quelques jours de la vie d'Oblomov, donc de Mikhalkov, et je suis fasciné par le personnage de Zakhar. Là-dessus, je crée le seul personnage qui n'était pas censé être un démon dans cette steppe russe.
mais au contraire, j'étais un saint. Et donc j'étais là pour tenter de sauver tous les démons de la douleur, de la souffrance, et transformer leur karma. Donc voilà quoi. C'est complexe, hein, c'est C'était complexe. Et complexe. alors, moi, j'y vois un lien avec la philosophie aussi. Il y a un lien avec la philosophie. Tout d'un coup, mon imaginaire s'était mis à, à créer ce personnage que j'adorais, et qui riait tout le temps. C'était un personnage qui était tout le temps en train de rire, quoi. Donc, tout le monde, pourtant, il était hyper inquiet. Mais il riait tout le temps. Ça veut dire que, et il prenait un malin plaisir à servir tous les démons. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que les soulager de la misère dans laquelle ils étaient, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc tout ça, on est encore dans cette période parisienne, On est pleine dans cette période parisienne. d'effervescence, qui a des liens avec le théâtre asiatique et la philosophie européenne et russe, Oui, si je comprends bien. oui. Bah, c'est vraiment un grand mix, c'est d'un niveau d'expertise absolument terrible, quoi. C'est absolument incroyable mais en même temps, quelle chance quelque part d'avoir été chamboulé dans mon existence, quoi. Parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a l'aspect positif aussi de tous ces chamboulements. On pourrait toujours se dire, oui, mais bon, écoute, tu as beaucoup souffert et tout, etc. Oui, 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 bien sûr, j'ai souffert, mais bien sûr. Comme tout être humain, j'ai souffert, voilà. Mais quelle chance aussi, quelque part, d'avoir ce syncrétisme comme ça entre différentes cultures, culture bouddhiste, culture indienne, culture polonaise avec Grotowski, culture française et européenne avec Sartre, Nietzsche et tout, etc. à l'université, culture japonaise de tous les films que j'ai vus. Ah oui, il faut savoir que j'allais au cinéma toutes les nuits, moi. Donc, il faut savoir ça. Donc, c'était assez intéressant. C'est que le cinéma, pour moi, c'était toutes les nuits au Styx, Le Styx, ah oui, carrément. à Bruxelles. Donc, voilà quoi. Donc, c'est pas pour rien que tout ça s'est mis en place et tout. Bon, alors après ça, naturellement, à Paris, j'ai commencé à bifurquer vers l'espace plus stanislavskien ou américain avec des gens comme Jack Walzer, avec des gens comme Garfein et tout, etc. On se rapproche de l'acteur studio ou pas? Je Oh me oui, trompe. oui, oh oui, oh C'est mon ça, Dieu, hein? oui, oh oui. Et alors Je me trompe pas. plus que acteur studio, quoi. Donc estampillé acteur studio d'ailleurs et tout, etc. Donc voilà, bon, je pars en Pologne avec un ami. Et là, je découvre un autre monde. Et Lequel? là, c'est un monde formidable auquel j'aspirais depuis longtemps. Un monde essentiellement culturel. Donc, des magnifiques peintres, mon Dieu. Je vais dans leurs ateliers et tout, etc. Je vois leurs peintures, je suis fasciné par leurs peintures. Et ça représente une grande force émotionnelle pour moi. Donc, des affichistes polonais, c'est toute l'école de l'affiche polonaise et D'accord. tout, etc., qui est magnifique. Théâtre, cinéma et tout, etc. Formidable, formidable, vraiment, 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 vraiment. Et puis alors, il y a toute une série de gens que je découvre des pièces de théâtre, enfin, découvre. Et là, c'est franchement, je m'installe à Mais Gdansk, en quelle langue? anglais, parce que je parle Anglais. anglais à D'accord, ok, l'époque, hein, d'accord, ok. et je m'installe à Gdansk, dans la ville de Gdansk. Donc, c'est dans le nord de la Pologne, c'est à côté de la mer Baltique, c'est à quelques mètres de la mer Baltique. Donc, voilà, quoi. Et Combien de donc, temps vous êtes là depuis un 90? an et demi. Donc, D'accord. un an et demi. Je me ressource là-bas. Donc, après toutes ces années de galère, de difficultés et tout, etc., de souffrance, là, tout d'un coup, je pense à un moment, dans une, je dirais, dans un en fait, ce n'est pas triste, mais ce n'est pas heureux, la Pologne, hein. Donc, c'était la fin du communisme, toutes les usines fermées, le capitalisme, c'était à l'arrache, donc les gens étaient malheureux, et moi, je ne trouve rien de mieux que de créer une pièce de théâtre. Donc, alors que ce sont des géants du théâtre, mais qui ont tout oublié, et je me trouve à donc donner cours de clown D'accord. à toute une série de Polonais, et ils adorent ça. Et donc ils deviennent tous fous de clowns et tout, etc. Donc, et alors on crée donc à partir de ça, c'était plus Georges Bataille, mais c'était Beckett. Donc, Au les beaux jours, je crée
à partir de la pièce de Beckett, je fais donc une pièce à la Beckett. Donc, Alors la Pologne, vous en revenez de la Pologne quand même. Vous êtes là oui, aujourd'hui, donc on imagine qu'il y a un oui. moment où vous faites un retour sur Bruxelles. Oui, je fais un tour sur Bruxelles et finalement je me décide que finalement c'est pas si mal que ça, Bruxelles, et que ce serait peut-être bien de rester à Bruxelles et tout. Et puis j'ai un copain aussi qui s'appelle Manuel Pout. Manuel Pout qui est considéré comme un grand réalisateur donc, de cinéma ici en Belgique. Et donc je fais ce rôle de prêtre de curé Paul Radowski. Dans quel Donc, film? La danse des esprits. Ok, La danse des esprits. Donc c'est l'histoire d'un curé stressé qui ne sait plus comment ressourcer sa foi et tout, etc. Et qui organise donc une espèce de pèlerinage donc dans la montagne en France, d'où il vient. Cela va bientôt faire 15 ans qu'on m'a nommé ici dans cette ville étrangère. 15 ans qui me paraissent une éternité. Et le sens de chaque journée me semble de plus en plus éloigné. Avant, je me demandais comment je pourrais trouver ma place dans le royaume de Dieu. Maintenant, je me demande comment Dieu pourrait trouver sa place ici. Ce n'est même plus le mal qui est en cause. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est quelque chose de plus diffus. Comme une indifférence. Une démission généralisée. C'est votre premier film? Vous Le n'avez pas premier long tourné avant? métrage, oui. Et la première fois que je suis acteur principal sur un long métrage, oui. Et avant, vous avez fait des courts-métrages déjà ou pas? Non, donc premier film. Premier film. Ok, premier film, vous commencez directement par un long-métrage. Oui, 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 oui. Donc premier film, premier long-métrage, La danse des esprits, vous commencez directement. Il n'y a pas d'étape court-métrage. Non, 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 très honnêtement, non. Et comment est accueilli le film? Plutôt mi-figue, mi-raisin. Donc voilà quoi. Ah, vous n'êtes pas emballé quand vous en Non, parlez. non, 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 mais il y avait des erreurs dans le scénario. Et donc, en fait, à la vérité, il faut savoir que quand vous êtes réalisateur, ou même producteur, vous devez accompagner le personnage principal, le développer et l'accompagner et le développer jusqu'à sa transformation. Or, Manu, qui est vraiment quelqu'un qui vient de l'illicite et qui a fait des études de philosophie, n'a pas fait d'école de cinéma, il a juste fait l'illicite, ça veut dire l'école de scénario. Mais il a oublié une chose qui est fondamentale dans l'art de réaliser, c'est de développer le personnage jusqu'à son ultime conséquence. Et ça, il ne l'a pas fait. Donc, d'un côté, on ne peut pas non plus en vouloir, ça arrive et tout, etc. Moi non plus, je ne le savais pas. Donc, mais je fais par contre un très très bon personnage. Je fais un très très bon travail de personnage. Donc, d'ailleurs, quelques années après, je l'ai montré à 2-3 spécialistes parce que je me suis dit, tiens, on va peut-être demander d'abord si c'était vraiment si bien que ça. Et avec le recul, est-ce que ça vaut la peine? Oui. En effet, j'ai un personnage très crédible, tout. Il faut dire que j'ai été apprendre à faire des messes avec des curés. J'ai été à la messe tous les jours. J'ai lu des homélies à n'en plus finir. J'ai écrit des homélies pour que la scène de l'homélie passe. Donc on m'avait demandé d'écrire une scène d'homélie. Donc j'ai écrit une scène d'homélie. J'ai été dans les monastères me recueillir. J'ai commencé à avoir une espèce de foi comme ça qui était assez incroyable. J'étais plein d'énergie et tout. Donc même les prêtres me disaient, oui, vous êtes perdu pour le siècle. Donc oui. Et donc après La danse des esprits, qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur Vincent Lano qui lui veut faire un film Dogma. Donc voilà quoi. Et pourquoi Dogma? Dogma, c'est 10 règles qui ont été inventées par Lars von Trier. Donc caméra, épaule, pas de son additif, rien que de son direct. Pas de lumière additive. Donc, Lars von Trier dicte des règles Il pour dicte que 10 règles, une oui. série de films de par le monde Oui. correspondent à À ces critères-là, voilà. À C'est ces 10 hyper règles-là. intéressant, c'est pas très connu ça. Non, c'est pas très connu du tout. Et donc, automatiquement, c'était une période où beaucoup de gens se sont jetés sur Dogma. Je redemande souvent les années, mais c'est pour qu'on reprécise et qu'on puisse placer ça sur votre parcours. 99-2000. D'accord. 99-2000. Le siècle.
Puis j'avais travaillé avec Jack Garfein, donc c'était la méthode américaine et tout, etc. L'écoute, la méthode américaine, Meissner et tout le reste. Et donc, quelque part, je fais un mixte sans le savoir entre les deux. J'ai un personnage explosif. Et là, le titre, on l'a pas encore dit. Strass. Strass. Hier, on a fait une réunion sans moi. Alors aujourd'hui, je vais faire une réunion avec vous. Hein? On va faire un petit bilan. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, et ça fait 2 ans que je trouve qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une mauvaise volonté qui s'est installée, sous l'effet de je ne sais quel principe de base, où il faudrait critiquer tout le temps le professeur. Bref, je m'emmerde et je perds mon temps. Et Dieu sait qu'on m'attend dehors, moi, messieurs. Parce que j'ai une carrière, moi, messieurs. Vous, pas? Ah oui, la différence entre moi et vous, c'est que moi, je suis généreux. Parce que moi, je vous aime. Alors aimez-moi. Aimez ma méthode. Elle est basée sur des choses simples. Je t'aime, Pierre. Oh, merci. Merci, pauvre connard. Toi, tu seras le premier dehors. Donc Strass sort. L'accueil du public pour Oh Strass. mon Dieu, dithyrambique et tout, etc. C'est passé au cinéma, Strass? C'est passé, oh mon Dieu, dans toutes les salles UGC, Kinépolis, partout en Europe et tout. ZDF, plusieurs millions de personnes ont vu Strass. Donc, je crois même qu'à l'époque, j'étais certainement le quête le plus connu de l'Europe. Donc, Le quai bruxellois. le quête bruxellois le plus connu de l'Europe. Donc, mais tous ces petits jeunes ont oublié, naturellement. Donc Ben, là, c'est on pas est dans les grave. années 2000. Strass, ça raconte quoi, Strass? C'est l'histoire d'un professeur d'art dramatique qui gère une bande de comédiennes donc dans une école et qui bien sûr est un serial ketter. Donc voilà, quoi. Donc, un harceleur, un serial ketter, un affreux bonhomme, quoi. Donc, mais on aime le détester, quoi. On peut faire un pendant avec C'est arrivé près de chez vous? Je Oui, me oui, trompe? oui, 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 oui. D'ailleurs, il y a une partie comme ça qui s'est fortement, pas l'histoire, mais qui, dans la méthodologie, c'est une équipe de reportage qui va. C'est un peu un suivre- striptease. C'est un peu une émission striptease Absolument. en tournage. Absolument. Vous êtes, absolument. vous êtes suivi par une équipe de reporters qui va Oui. réaliser un reportage sur Absolument, vous. c'est ça. Et d'ailleurs, Vincent Lano a travaillé avec les gens de striptease. Donc, pas étonnant que quelque part Vincent Lano ait eu envie de faire un film dogme pour des raisons pratiques et aussi parce que je pense qu'il était très sincère dans sa démarche d'étudier les règles dogme et tout, etc. Et donc, on commence d'ailleurs à travailler sur des impros. Hein. Donc, il faut se dire que Strass a été construit à base d'impros qui ont été donc pas trop codifiés. Comment vous vivez cette période de Strass où vous êtes dans tous les cinémas? Oh, plutôt bien, très honnêtement, je suis heureux, je suis reconnu, enfin, donc, mais en même temps, je suis plutôt du gars qui n'a pas trop envie de la jouer grande star et tout, etc. Je déteste le star system. Mais on m'appelle pour aller voir dans tous les festivals et tout, etc. Donc je pars de nouveau une tournée mondiale. Donc voilà quoi. Je vais même jusqu'en Corée. Hein. Mais moi ça m'arrangeait la Corée hein, parce que bon il y avait des temples et tout, etc. Donc moi j'allais faire le bouddhiste en Corée. Donc pendant qu'on jouait Strass. Donc voilà quoi. Moi ça me plaisait bien ce truc-là. Donc écoutez, très honnêtement. C'est un des rôles les plus intéressants que j'ai fait. Hein. Donc un des rôles comment dirais-je? Il y a eu tellement de choses sur ce film. Ça a été tellement puissant comme émotion que je pense que je suis resté très longtemps imprégné de Strass. Et l'après Strass, alors comment ça se passe? Parce que là, c'est quand même un succès, en fait, hein, on Ouais. peut le dire. Et C'est- puis après c'est un beau Strass, c'est succès. Last Night on Earth. C'est un échec complet. D'accord. Un échec complet. Et on est toujours dans la comédie? Non, pas du tout. Là, c'est la tragédie la plus totale et tout, etc. Mais je rencontre Daphnis Bollens, donc qui est écrivain, qui est devenu un très grand écrivain, donc de fantastique et tout, etc. Avec qui je me lie d'amitié pendant plusieurs années et tout, etc. Donc, je fais ce film, mais ce film, c'est une catastrophe. Ah bon?
C'est la catastrophe du siècle. C'est le Titanic du cinéma, je Et trouve. celui-là, il est passé au cinéma aussi. Oh oui, 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 oui. Vous n'avez pas le même, Bah, même feeling. j'ai honte, j'ai honte. Je Non, me mais il faut pas confesse. avoir honte de ce qu'on fait. Bon, si, j'ai honte. Donc voilà, quoi, j'ai honte. Donc voilà, quoi, j'ai... Alors passons. Et la Mais suite. non, mais il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, c'est que Tom Sizemore, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, le grand acteur américain, a repris le rôle que j'ai joué dans Last Night on Earth pour jouer exactement le même rôle que moi. Donc ils en ont fait un remake aux États-Unis. Non, ok, bon, Tom Sizemore, c'est pas moi. Donc voilà, j'ai gagné 315 € pour faire ce film. Non, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Et puis là, je rencontre après un réalisateur vraiment topissime. L'équivalent des frères Dardenne, donc Marian Handwerker. Donc Marian Handwerker, c'est celui qui fait des enquêtes, c'est un détective du réel, quoi. D'accord. Donc Et quel projet vous allez monter ensemble? combat avec l'ange. Et là, vous êtes encore producteur? Non, D'accord. Vous êtes juste acteur. juste acteur. Et comment ça se passe? Difficile, mais cohérent. Lui, par contre, il est réalisateur chevronné. Il a déjà fait Marie, qui a gagné plein de prix dans les festivals, surtout de Paris. À l'époque, c'était beaucoup Paris. Il a déjà été invité à Cannes en sélection officielle, donc pour La Cage aux ours. Il est chevronné. Il a déjà plus de 40 téléfilms aussi dans ses pieds. Donc, il est très chevronné. Et donc, il amène ce personnage que je suis en train de créer. Donc, attention, je n'ai pas écrit le scénario, ce n'est plus une invention, ce n'est pas du tout du domaine, cette fois, de l'improvisation. Tout est précis, tout est écrit, tout est écrit par 2 scénaristes. Mais c'est un scénario extraordinaire. Et donc, à force de vivre, il se déglingue aussi parce qu'il arrive à la clochardisation. Il est tellement déstructuré, désociabilisé, il perd de la sociabilisation à chaque instant. C'est un homme qui s'effondre. Et donc, la seule solution qu'il a pour retrouver goût à la vie, retrouver un semblant de dignité, retrouver un semblant d'existence humaine normale, il décide d'accompagner son fils au Maroc pour sauver donc la petite Layla. Layla. Le titre du film? Combat avec l'ange. Monsieur de Smet, on peut dire que vous êtes passé par le chat de l'aiguille. Si vous recommencez à boire, vous ne fêterez pas le prochain réveillon. Maman, je crois que je suis amoureux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes revenu? Essayez de rattraper le temps perdu. Débarquer ici sans prévenir, ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Je sais, Anne, je suis pas le compagnon idéal pour toi. Ni un père pour le petit Léo. Ce film est parti au cinéma aussi? Oui, il est sorti au cinéma et tout, etc. Un échec total aussi. Mais c'était un bon film. On est en quelle année? Là, on est en 2009. Ok, on se rapproche tout doucement de 2023. Ouais. Alors, 2009, qu'est-ce que vous faites après 2009? Après 2009, je fais un film pour un réalisateur aveugle, qui est un poète, hein, et qui est un poète édité en plus. Et ça s'appelle Regard. C'est toute l'histoire vue à travers les yeux d'une femme paraplégique et muette, de toute une série de personnes qui viennent dans le café tous les jours. Donc, pourquoi dans un café? Parce qu'ils se retrouvent là, c'est une petite communauté. Et moi, je joue le rôle d'un veuf qui écoute les bandes où il y a la voix de sa femme. Et donc, on en arrive quand même à l'affiche qui est là, n'importe quoi. Oui. On est en quelle année? On est en 2019. Comment ce projet prend naissance? En fait, à la vérité, j'ai rencontré Koné devant un cinéma à la Rambert Galerie. Alors, on va préciser, hein, puisque vous faites le geste. Koné, il est derrière les caméras, là. Vous le voyez pas. Vous le verrez tôt ou tard. Hein. Il aura droit à son émission aussi. C'est mon compagnon de guerre, Koné. C'est mon pote. Et on s'est rencontrés à la sortie d'un de ses films. Donc, tout. Et j'avais bien aimé. Je lui ai donné ma carte.
Et puis il m'a rappelé. Et c'était quel film pour parler du Ah, mais cinéma de je ne me Lund souviens Séné-Koné. même plus. Je sais qu'il y avait Joël Gosset dedans, que Joël c'est mon copain. Et donc à un certain moment, je me dis oh putain, ça chante, ils sont tous en train de chanter, et tout, etc. Moi j'aimais plutôt bien, je trouvais ça très vivant. Et donc, donc j'ai donné ma carte, il m'a appelé. Et puis j'ai travaillé, attends, comment dirais-je, sur son premier court-métrage qui s'appelait donc La balle de trop. Bon. Tu comprends maintenant ce que j'entends de toi ou tu veux que je te fasse un petit dessin? Hein? Demain, je veux que tu l'emmènes dans un endroit et que tu lui tires 2 balles dans la tête. Comme ça, ce sera un exemple pour tous ceux qui auraient la bonne idée de me doubler. Tu comprends? Ouais. Et La balle de trop, j'ai joué le rôle de Boris, qui est un serial tueur, mais qui est un chef de la mafia et tout. Et qui va entraîner, il me semble, d'autres personnes dans ces meurtres. Oui, bon, oui, moi, tu sais, franchement, du moment qu'on tue et qu'on torture, tout va bien, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'était ça. Mais donc on change un peu du registre du clown, du cinéma philosophique qui pose des questions Ah oui, on est dans le domaine du très concret, là. Donc, et du social. Genre. Et là, maintenant, on est dans la comédie complète. On est dans la comédie complète, mais dans des films de genre, maintenant. Cette fois, ça y est, on y est. Enfin, quelque part, c'était tout ce que je m'étais préparé toute ma vie, donc, pour faire des films de genre. Et maintenant, j'ai enfin le droit de faire des films de genre, et avec Koné. Donc, ce qui est très drôle, parce que Koné, il a complètement inventé de toute pièce la scénographie du lieu dans lequel je vais jouer pour la première fois, parce qu'ils ont un problème de repérage et qu'ils ont un problème pour boucler la séquence du lendemain. Et là-dessus, on se trouve avec Joël quelque part dans un lieu tout à fait exigu et tout, etc. Mais enfin, moi j'aimais bien. Hein. Et alors je torture tranquillement à mon aise mon meilleur ami qui a frouchelé. Donc voilà quoi. Donc, et voilà, ça c'est La balle de trop. Ce film a été vu, bien vu, et les gens ont adoré. Donc, et après ça, bon, on remet le couvert. C'est ça, l'équipe fonctionnait bien, l'entente était là. Comme vous le laissez entendre, Lund Séné-Koné, il arrive à faire avec ce qu'il a, j'ai envie de dire, il sait rebondir, et ça c'est très précieux dans le milieu du cinéma. Un vrai magicien, hein. Voilà. Mais ça c'est vraiment, attends, il faut quand même le reconnaître, on voudrait faire du cinéma comme ça, c'est comme ça qu'on devrait le faire. Pourquoi ? Parce que vraiment, il faut avoir une intelligence et un réflexe de transformation. Quand on se trouve devant un obstacle, eh bien, on contourne l'obstacle ou on saute l'obstacle, ou on recule par rapport à l'obstacle. N'importe quoi, ce serait la même chose. Donc, les obstacles sont nombreux. Et puis tout d'un coup, on se rend compte en plein milieu du film que bon, tout d'un coup, on va pas y arriver à faire ce film avec ce scénario-là, tout, etc. On va transformer le scénario. On transforme le scénario, paf, le film part. Vraiment, la dimension du film explose, mais vraiment dans le côté le plus sain du cinéma, quoi. Tu vois, vraiment, tu te dis, c'est de la comédie. Oui, une comédie, quoi. Tu vois. Mais tu te dis, c'est une vraie jouissance quelque part, quoi. J'ai une tête de rabbin quelque part. Oui, c'est ça, quoi. Alors que bon, je suis pas du tout rabbin. Donc, mais bon, pour moi, c'était un peu à Anvers quand même, malgré tout. Hein. C'était toutes mes années à Anvers. Hein. Donc, j'habitais devant une synagogue, Romy Golmutz et tout, etc. Donc, je crée un personnage qui ressemble à un rabbin. Et donc, ce personnage qui ressemble à un rabbin, naturellement, il a engagé 2 bras cassés. On est arrivé ? Patron, on est en panne d'essence. C'est qui m'a foutu un con pareil ? Je vais appeler une dépanneuse. T'es aussi con que lui. Qu'est-ce qu'on va dire si on la trouve ? Qu'est-ce qu'on va dire si on la trouve ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Bien. J'ai un bidon, mon pauvre. Je vais le prendre. Oui, avec de l'essence, ça aurait peut-être été moins con. Le pitch, c'est que vous allez faire quoi ? Vous allez enlever quelqu'un ? On va enlever une femme à la demande d'un patron, donc qui veut plus avoir sa femme. Donc, et
on est perdu en race campagne parce qu'on n'a pas fait le plein d'essence. Et donc, et en plus, on a les flics sur notre dos. Donc, quelque part, il faut impérativement, nous sauver de ce mauvais pas, quoi. Toi. Donc voilà, quoi. On est dans une merde totale, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà. Bon, la très très grande comédie alors. Oui. Et ça, on était en quelle année? En 2019? Ah, 2019, c'était avant le Covid. Hein. Donc, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai oublié de dire que j'ai fait 2 autres longs métrages aussi, qui sont aussi des comédies, avec Henri Van Lierde. Donc voilà, quoi. Moi, je joue le rôle de Gabriel, donc dans l'ange Gabriel, celui qui défend donc le paradis terrestre. Donc le titre de ce film-là. Donc ça, c'est Paradis terrestre. Je défends le paradis terrestre, mais de façon pacifique contre les promoteurs immobiliers. Parce que le paradis terrestre a été vendu par l'Église. Voilà. Donc voilà quoi. Et moi, je défends donc le paradis terrestre. D'accord. Donc, et naturellement, je suis un ange. Mais bon, je ne sais plus vraiment si je suis un ange ou si je ne suis pas un ange. Et l'autre, c'est Honeymoon. Là, je joue le rôle de Satan. Et Honeymoon est sorti? Honeymoon est sorti. Et même chose au cinéma, on pouvait voir Cinéma, oui, on a pu voir et tout, etc., pendant des semaines. Hein. Donc voilà quoi. Donc, en fait, au fond, si on regarde bien, c'est formidable, hein, tout ce que j'ai fait. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais il y a une logique inconsciente là-dedans, dans tout ça. C'est explorer. Ah oui, vous n'êtes jamais arrêté, vous êtes passé d'un sujet à l'autre et vous passez encore maintenant d'un sujet à l'autre d'ailleurs. Oui. Puisqu'on en revient au début de l'émission, on a parlé que vous faisiez du coaching. Qu'est-ce que cela vous apporte de faire du coaching? D'abord, j'aime bien voir les émotions. Ah, alors là, je veux m'arrêter 30 secondes parce que je conseille à tout le monde. On va passer un petit bout là maintenant, mais donc pendant que vous regardez les images, je conseille à tout le monde d'aller voir cet exercice que vous faites au bord du canal avec Monsieur Gosset. Vous êtes tous les deux et on ne sait pas les rapports que vous avez, si c'est un couple homosexuel, d'amis ou pas, mais là, il y a une force de jeu terrible. Terrible. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. C'est cet extrait-là qui m'a fait dire waouh, ce type. Il joue comme personne ne joue. Je le dis là devant tout le monde, moi j'ai pas peur de le dire. Vous jouez comme personne ne joue. Ça dure combien? 1 minute, peut-être plus, 2 minutes. Vous passez sur plein d'émotions, il y a une sincérité, il y a... en plus c'est super bien filmé, donc forcément ça ne gâche rien, le son est très bon. Donc voilà, moi je veux vous rendre hommage pour ça, parce que vous êtes d'un talent rare et d'une finesse dans les émotions. Et puis j'ai la chance d'avoir par 2 fois, même encore, un peu de coaching de votre part. Et vous arrivez à partager ça et à révéler les choses. On a fait un reel ensemble où vous ne saviez pas vraiment vers quoi on allait aller. On a eu un naturel, enfin, je trouve un naturel fou. Et c'est un reel pédagogique qu'on comparait avec Jamy, que vous n'aviez jamais vu, hein, de Jamy, donc, qui fait ses petits reels pour les enfants. On était dans le même ton, dans la même manière de faire. Alors que moi, je partais pas du tout avec cette idée-là. J'étais beaucoup plus ex-cathédra, j'étais beaucoup plus directeur. Et vous étiez dans un naturel dont tu parles à des enfants. Donc merci beaucoup. Et donc voilà, vous êtes un très bon coach. Ça je peux le dire. Quoi. En fait. J'ai appris différentes méthodes. Et d'abord, ça me touche ce que vous dites par rapport à moi, parce que malgré tout, il y a toujours des moments de doute et des moments difficiles, surtout quand on est acteur. J'ai eu beaucoup de moments durs aussi, où j'ai pas pu faire mon métier, alors que je l'aime, mais comme c'est pas possible de l'aimer. Et j'ai eu l'occasion de travailler différentes méthodes. Mais moi, quand j'étudie une méthode, je l'étudie à fond. Vous êtes connu pour ça aussi. Hein, alors, la plupart des gens qui nous regardent du grand public ne le savent pas, mais vous êtes connu dans le métier pour ça, pour maîtriser. J'en ai parlé un tout petit peu au début, mais des tas de méthodes. Moi, quand je dis votre nom, les gens ne pensent pas forcément à un générique ou à un film en disant « Ah oui, la méthode Messner », ou « Je ne connais pas toutes les autres méthodes », mais on m'a sorti 2-3 méthodes à des personnes que j'avais rencontrées avec qui tu travailles pour l'instant. Je travaille avec Pierre Lequeux. « Ah oui, telle méthode. » C'est incroyable le nombre de personnes qui vous connaissent, et pour de l'exercice face cam aussi. Oui, mais d'un côté, j'ai toujours enseigné quelque part. Quand j'étais en Pologne, j'ai enseigné. Quand j'étais à Bruxelles, après Strasbourg, j'ai enseigné. Donc, je me suis toujours posé la question, je me suis dit, oui, mais est-ce que je suis légitime dans l'enseignement? Parce que quand même, malgré tout, il faut dire des choses
aide les gens. Je ne suis pas là pour me servir, je suis là pour les servir. C'est ça le coaching, c'est ça être prof, c'est servir l'autre. Et c'est une autre expérience. Et réfléchir aux exercices que vous allez donner Absolument. pour aller vers plus loin et pas Absolument. simplement appliquer une règle. Mais ça, enfin voilà, je l'ai vécu. Absolument. Je l'ai vécu en live. Vous réfléchissiez à des choses à mettre en œuvre, à un exercice à faire pour développer un point ou une simplicité. Il faut avoir une certaine dose d'adaptabilité de choses qu'on a apprises. Au fond, combien de méthodes? Meissner, ça c'est sûr. Très très longue, 11 ans de Meissner, avec différents donc, formateurs meissneriens, donc, dont Pico Berkovitch, dont Keith Fargart, dont Larry Silverberg et tout, etc. J'ai étudié différents points de vue sur la méthode Meissner, mais j'ai étudié aussi la méthode Actor Studio, donc avec Jack Walzer donc, et Jack Garfein. Donc, quelque part, là, j'ai enrichi mon vocabulaire donc, et mon vocabulaire pratique. Donc, et à force de le travailler, pour moi, je l'ai compris. Et donc, je sais maintenant utiliser. Mais je n'ai pas besoin de dire on va faire de la théorie. Moi, je dis on va faire comme ça. Mais c'est ça la magie d'un prof, c'est qu'il arrive à faire de la théorie la pratique. Oui. Et à projeter les gens dans la pratique et en se disant ah oui il m'a dit ça, il m'a dit détends-toi de cette manière-là, il m'a dit voilà je parle en connaissance de cause parce que c'est l'exercice qu'on a fait ensemble, détends-toi du moindre muscle, on est remonté jusqu'à la tête. Alors il se fait que j'avais pas forcément une position confortable mais peu importe parce que psychiquement quelque part le confort était là et on a retrouvé une douceur et un calme et un... Ah oui, mais ça c'est parce que là je pars du principe que en fait je ne veux plus travailler comme certains coachs qui se servaient mais ne servaient pas et qui avaient besoin de créer le trouble, le doute, l'angoisse chez la personne avec qui il travaillait. Et tout ça parce qu'il avait juste envie de les manipuler et parce que au plus longtemps il pouvait rester, au plus longtemps ça rapportait de l'argent. C'est-à-dire qu'avec vous, l'objectif, ce que j'ai ressenti moi, hein, l'objectif c'était pas d'arriver à un produit fini. Tant mieux si on y arrivait, mais l'objectif c'était pas ça, c'était toute cette recherche, cette manière de se sentir dans l'exercice. En fait, à la fois, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est à la fois se détacher du contexte omniprésent pour se concentrer quelque part, mais tout en ayant en se sentant bien, quoi, en ayant un apaisement qui permette de le faire. J'attache beaucoup d'importance à l'apaisement. J'attache beaucoup d'importance au fait que les gens soient heureux dans leur art. Pour moi, je ne peux pas concevoir un moment où ce n'est pas un moment heureux. Surtout ça. Au fond, il y a quelques années, j'ai pris le refuge bouddhiste. En prenant le refuge bouddhiste, j'ai commencé à étudier les écrits du Bouddha, vus et corrigés par ses disciples et tout, etc. Vus et corrigés par certains patriciens, notamment des psychologues. Et donc, à un certain moment, je me suis rendu compte que, en fait, je ne voulais pas faire vivre aux gens ce que moi j'avais vécu dans mon apprentissage. Et dans votre enfance, peut-être? Et dans mon enfance. Et donc, de couper court avec tous ces gens qui s'étaient servis plutôt que de me servir. Et donc, automatiquement, je me suis dit, ils doivent être heureux. Et pour être heureux, il faut d'abord qu'ils apprennent à aimer, jouer avec leur souffrance. Oui, bien sûr, et à être dans une position de réception. Oui, et à écouter. Et à laisser son inconscient réagir en fonction de ce que l'autre en face t'apporte. Et ainsi de suite. Je pourrais dire que la semaine passée, j'ai travaillé avec une des plus grandes actrices en Bulgarie, qui s'appelle Lindia Unjova. Et on a fait donc une scène ensemble. C'était pour l'exercice, parce que quelque part, elle avait posé des questions et tout, etc. Et d'un côté, elle est non seulement actrice en Bulgarie, mais elle a travaillé aussi sur toutes les séries suédoises, danoises et tout, et donc sur les séries françaises, et sur les séries et sur les films belges flamands. Et donc,
la fille se dit, oui, mais comment on va placer, par exemple, excuse-moi du jargon, mais c'est les verbes d'action. Et Ah non, mais Pico... c'est super intéressant. Moi, je comprends Ouais, hein, ouais, ouais. qu'on se pose cette Et question-là. donc, et Pico Berkovitch dit, bon, ben écoute, voilà ce que nous allons faire, nous allons travailler là-dessus maintenant. Et donc, on travaille là-dessus maintenant. Et donc, moi, automatiquement, on crée cet exercice qui s'appelle l'exercice de Asif. Comme si j'étais, ou comme si, donc, à partir du désir de Lydia d'obtenir quelque chose dans la vie. Et moi, je suis son obstacle. J'étais parfaitement l'obstacle. Donc, j'étais parfaitement l'obstacle. Et tout d'un coup, à certains moments, Lydia doit utiliser toute une série de verbes d'action parce qu'elle les a fait. Mais elle n'avait pas conscience de l'avoir fait. Je trouve ça très simple de ne pas avoir conscience de faire des verbes d'action quand on fait des verbes d'action. Ça veut dire qu'on joue. Et donc, automatiquement, moi, je l'ai repéré tout de suite. Donc, c'est très frustrant pour elle, parce que exiger, se plaindre, enfin, bref, tout ça, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, on doit travailler sur la scène, parce qu'on devait faire le lien entre pourquoi est-ce qu'on doit faire un asif et avec, donc, une scène. Et ah oui, parce qu'on doit jouer, on est là pour jouer, on est là pour être pris sur les castings, on est là pour jouer sur des films, et on est là aussi pour gagner notre vie en faisant ça. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la manière de travailler pour rentrer dans une industrie. Mais on veut travailler noblement. Et donc, Lydia est une des plus nobles du métier, je trouve. Et je le dis très sincèrement, c'est la meilleure actrice que je puisse concevoir d'avoir comme collègue. Et donc, et travailler avec elle, c'est un grand honneur. Et donc, je travaille avec elle et tout, etc. Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'elle fait quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. Dieu merci, heureusement qu'elle a travaillé avec moi. Pour la première fois, je vois enfin Lydia Unjova, notamment, travailler sur quelque chose de tendu, d'énervé et tout, etc. Et je me dis, waouh, génial. J'étais là pour ça. Et d'un côté, nous avons fait qu'une seule chose, elle et moi. Nous nous sommes écoutés. Rien. Je n'ai fait que répondre à ce qu'elle m'envoyait. Et elle n'a fait que répondre à ce que j'envoyais. Et si, et bah, et bing, bing, bang, 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 résultat des courses, grosse explosion. Warum nicht, hein? C'est génial, hein? C'est génial. Ouais, voilà, c'est un super bon moment qu'on vient de passer là. Vous venez de vivre toute l'intensité du coach, vous venez de revivre des événements. Moi, j'ai bu vos paroles, admiratif de votre. Ah ouais. Vous étiez dans. Vous reviviez les choses, quoi. Mais oui, mais écoutez, très honnêtement, Audrey, moi je le fais avec passion. Je l'ai toujours fait avec passion. D'ailleurs, je me demande si ma passion n'a pas été trop passionnelle. Donc, si je n'ai pas lu trop de livres et trop de ci, trop de ça. Et en même temps... Je rigole parce que c'est vrai. Je rigole parce que vous dites ça avec une telle bonhomie, parce que vous savez ce que vous dites. Hein. Là, les gens vous connaissent peut-être moins bien parce que vous êtes derrière la caméra, mais vous êtes quelqu'un enfin, vous savez, quand vous lancez une phrase, vous savez très bien comment ça peut rebondir. Et là, ça ne demande pas de suite. Hein. C'était juste, il y a une forme de boutade et une forme de vérité. Enfin, moi, je vous ai envoyé des fleurs il y a 2 minutes, je ne vais pas les retirer. Donc, oui, vous êtes un acteur unique, ça, je ne le dis pas. Et peut-être que vous n'avez pas eu encore la chance d'être encore assez vu, bien qu'on vienne de reparcourir avec vous toute votre histoire. Et une paire de fois, vous êtes passé au cinéma, quand même. Oui, écoutez, franchement... Je suis un peu étonné, mais bon, ça doit être le nouveau siècle. C'est peut-être pour ça que j'ai appelé ça nouveau siècle, parce que je me suis dit qu'en fait, il fallait peut-être repréciser le passé et le futur et le présent. Non, mais tout à fait. Donc, et je pensais donc au siècle fin du 19e et au début du 20e. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'était un brassage culturel énorme. Et d'un côté, il y avait des choses qu'on trouvait, des nouvelles choses, on inventait des nouvelles choses et tout. Et en même temps, quelques années plus tard, on était obligé d'oublier certaines choses. Il y a eu la guerre, là, pour le coup. Et il y a eu la guerre, on a l'Ukraine. Hein. Ça a été atroce et tout, etc. Puis tout d'un coup, on a réoublié certaines choses. Et puis je me suis dit, tiens, si je fais part de mon histoire, je me dis que, et je pense que tout le monde est comme ça, c'est pas ça, il n'y a pas que moi, hein. Donc, mais je pense que tout le monde est unique et tout le monde a quelque chose à raconter de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une part d'humanité qui ne doit pas disparaître. Je serais très heureux, moi, si on pouvait écrire un livre sur chaque être humain. Il y en a 7 milliards, donc il y aurait 7 milliards de livres qui raconteraient exactement l'histoire de chaque être humain. Sans parler de nos aïeuls, sans parler de nos parents, nos Ce serait vraiment pour moi quelque chose
C'est un peu le flot de l'histoire, ça. Mais vraiment, on pourra pas aller contre. Mais donc voilà, d'où l'intérêt de créer ce genre d'émission Oui. ici, après qu'elle soit vue Oui. ou pas vue. On en a parlé, que cette émission soit vue ou pas vue. Moi, quelque part, je m'en moque parce que j'ai passé un super moment avec vous. J'ai appris à vous connaître et vous avez un parcours qui vaut la peine. Et Mhm. comme vous dites, je suis convaincu, mais tout comme vous, hein, je pense que je le montre assez bien, qu'il y a 7 milliards de parcours intéressants Ben au oui. jour d'aujourd'hui sur la Mais Terre oui. et qu'il y en a des dizaines de milliards avant et que chaque personne est unique, chaque personne a une histoire à nous raconter. Et Ben donc, oui. bah, j'avais envie de vous dire merci. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Si vous croisiez le Pierre qui vient de perdre son grand-père, Oui. qu'est-ce que vous lui diriez? En sachant maintenant tout le parcours que vous avez fait, cette richesse que vous avez eue, cette vie que vous avez eue à Paris, vous avez eue en Pologne, la tournée mondiale, les 2 tournées mondiales que vous avez faites, les films, on vous a vu à l'affiche plusieurs fois, là vous êtes encore maintenant avec ce court-métrage qui tourne encore, qu'est-ce que vous diriez à Pierre qui vient de passer la plus horrible nuit de sa vie et qui a perdu son grand-père? D'abord que je l'aime beaucoup et qu'il mérite cet amour et qu'en plus, il ne doit pas s'en faire. Bah, Pierre Lequeux, en tout cas, un tout grand merci pour votre témoignage. Et tant qu'à vous, chers auditeurs, alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et donc on voulait vous en remercier. Toute l'équipe ici présente, donc connaît Pierre et moi, on voulait vous remercier. N'oubliez pas, ça nous aide à être plus visible. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Tout ça, ça ne coûte rien, c'est facile, ça vous prend 30 secondes, même pas, et ça nous permet d'être davantage visible. Je pense que les histoires qu'on vous raconte valent vraiment la peine. Donc je vous dis merci beaucoup, merci de partager et à bientôt. Pierre Lequeux, encore un grand merci. Merci, Didier. On est arrivé? Patron, on est en panne d'essence. C'est qui m'a foutu un con pareil? Qu'est-ce que tu fais, putain? Je m'en fous de ton chef. Oui, c'est lui qui me paye.